L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci de nous préférer. Dans un instant, on va tenter d'avoir la réaction du ministre de l'élevage parce que de toute évidence, les accusations vont en sa direction. En tout cas, c'est ce qu'on a pu entendre de l'intervention du ministre du Commerce. D'ici là, le temps pour notre réalisateur donc, de joindre M. Roger Patrick Milimono, le ministre de l'élevage et des ressources animales. Quelques réactions avec l'ingénieur Condé. Le ministre a raison. Trop de superposition d'attributions en Guinée. Un toilettage au Karcher s'impose dans tous les secteurs à Bouakar. L'ONT est théoriquement en charge des sites, mais dans la pratique, les préfets et les maires y pataugent. Dur chez nous. Nous réclamons l'entrée du tourisme dans la dite chambre pour nous y coucher aussi. Bien, l'ingénieur Condé, tel qu'on l'aime. Tanga Suleiman qui nous dit ceci aussi. Bonjour Abouakar, bonne fête à vous et à tous les Guinéens. Prions et gardons nos enfants à la maison pour respecter les mesures barrières contre Covid-19. C'est donc Tanga Suleiman qui nous envoie ce message. Tout est clair dans l'intervention du ministre. C'est le ministère de l'élevage qui est fautif. C'est le ministère de l'élevage, donc il ne veut pas le citer. C'est le ministère de l'élevage qui s'occupe de ces poulets, donc notre confrère Mohamed Bangoura qui nous envoie ce message. On va essayer pourquoi pas aussi d'avoir le regard d'un consultant en transformation agroalimentaire et en contrôle qualité des aliments, Dr Ibrahima Diari Diallo. Il est PhD en sciences des aliments et nutrition, donc pourquoi pas, si le temps nous permet, nous prendrons sa réaction dans cette émission. On n'arrive pas à joindre, me signale le réalisateur, le ministre Roger Patrick Milimono. Pour autant, c'est lui qui est pointé dans cette affaire, Jacques. En tout cas, le débat a un peu évolué. Hier, on a ébruité un peu le sujet. Et comme ça, et aujourd'hui, on a pu avoir cette information qui, il me semble, est clé. Il y a la responsabilité qui est située, même si on constate, mais ce n'est pas de la responsabilité du ministre Bouba Bari, ce chevauchement de responsabilité, plusieurs structures qui s'occupent du contrôle de qualité affiliées à tel département. Je pense que si tout ceci était mis ensemble, on aurait pu mieux travailler sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez combien de fois il nous a fallu poser des questions pour avoir cette réponse assez précise. Parce que nous, ce qui est connu, en tout cas ce que nous savons par habitude, c'est le service contrôle de qualité qui relève donc du ministère du Commerce. On apprend ce matin qu'il y a trois services de contrôle qualité. Voilà, qu'on a souvent vu sur le terrain. Entités, alors qu'il y a trois entités qui travaillent et qui s'occupent du contrôle de qualité dans notre pays. L'autre question aussi, mais pourquoi les services de colonel Moussa Tchegoro qui ont arraisonné ces cargaisons ne l'ont pas incinéré? Non, ce n'est pas. On va ordonner. Il va finir après. Allez-y. Je crois que ces services-là peuvent arrêter, n'est-ce pas, saisir, n'est-ce pas, des produits prohibés ou bien impropres à la consommation. Maintenant, il revient au service contrôle de qualité de procéder, n'est-ce pas, à l'incinération, comme on le voit d'habitude avec des produits alimentaires. En tout cas, le ministère du Commerce, à travers le service contrôle de qualité qui est donc ici à Matoto, a souvent incinéré des produits comme ça. Le ministre de l'élevage a tout intérêt à nous donner des réponses parce que ce qui a été fait avec ces poulets, on le voit souvent avec le riz, on saisit le riz et puis après il y a des malins qui reprennent, n'est-ce pas, des stocks, qui les reconditionnent, le remettent dans les sacs, vous savez que ça se passe, remettent, n'est-ce pas, mais ça se passe récemment du côté de Forécaria, ici en Maferien, récemment on a saisi une usine comme ça, voilà, récemment, mais c'était reconditionné. Au-delà, j'ai connaissance d'endroits, on m'a montré sur la corniche du côté de Matam où vous avez des bonnes dames qui récupèrent du riz avarié qui conditionnent. Mais il y a aussi ces dames du côté sous l'aile du siège de la douane qui sont assises là. C'est bonnes dames qui réconditionnent du riz pourri. C'est très grave. La précision que je veux apporter. Mais ils le font à ciel ouvert. Le reconditionnement de nos aliments ici n'obéit, à mon avis, à aucun principe.
Vous voyez ce qui s'est passé avec le poulet pourri. Moi, j'ai parlé avec l'adjoint du colonel Moussa Keboro, et bien qui m'a effectivement dit qu'ils ont été saisis, ils se sont rendus sur les lieux. Ce qui s'est passé, ils ont effectivement découvert qu'il y avait 25 conteneurs donc remplis de poulet impropre à la consommation qui étaient de ce côté. Ils ont été alertés par les citoyens. Une convocation régulière a été adressée au patron donc de cette boîte qui ne s'est jamais présenté. Et ce qui se passe le plus souvent, et c'est ce qui les gêne un peu, lorsqu'ils procèdent à des interpellations, à des saisies, puisque ce n'est pas eux de faire le travail, le dossier est souvent transmis à la justice, et c'est quelques jours après, et puis on retrouve encore les mêmes personnes dans la circulation, le produit se retrouve sur le marché. Et puis donc, ça décourage un peu. Il y a beaucoup de citoyens parfois qui tirent à boulet rouge sur le colonel Moussa Keboro pour dire que ces méthodes d'interpellation laissent à désirer. Mais je pense aussi que la justice, à mon avis, doit faire son travail correctement. Parce que lorsque des entreprises sont interpellées pour avoir mis des produits impropres donc à la circulation, des produits impropres, des produits qui devaient être destinés à l'incinération, des produits-là sont mis dans la circulation sur le marché. Il y a de la responsabilité de la justice donc qui se saisit du dossier, de travailler correctement. Et puis aussi, il faut faire appel aussi à l'esprit républicain, à l'esprit donc de civisme aussi. Ouais. Parce que je ne peux pas comprendre que des produits, comme vous dites, que c'est des produits qui ne sont pas quand même bons. Ouais. Et puis vous rendez dans une décharge pour aller ramasser ces produits, vous les conditionnez pour dire que vous allez vraiment quel que soit le degré de faim quand même. Mais ce n'est pas possible. Pensez à sa propre santé. Mais je pense vous mettez quelque chose dans votre ventre, mais qui finalement qui va vous être fatal. Mais je pense qu'il y a une responsabilité de l'État. Vous devrez utiliser le bâton et la carotte. Lorsque vous vous rendez compte que par les sensibilisations, les gens ne comprennent pas, quand bosse là aujourd'hui, cette décharge-là, ce dépotoir-là doit être fermé. Il faudrait mettre là-bas des agents pour que les citoyens ne viennent pas ramasser, comment on appelle, ces poulets impropres à la consommation, pour les mettre sur le truc. Bien. Et ça, je pense que l'État doit agir. Cela. Ouais. Et quand on dit qu'un produit doit être incinéré, le service en question, que ce soit le ministère de l'élevage ou du commerce, doit agir en conformité avec la loi pour nous éviter de telles situations dans le pays. Merci Basseko. Allez-y, Mohamed Mara. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu des documentaires sur les décharges de Rio. Vous comprendrez que lorsque des décharges sont à proximité des habitations, je pense que le problème il est entier. Tant que cette décharge sera à Dar Salam, il y aura toujours ce type de problème. D'abord, vous allez déposer quels agents de sécurité là-bas qui puissent y rester permanemment. Il y a des moments là-bas où on incinère. Attendez, pendant les périodes où on incinère là-bas, vous ne pouvez même pas y tenir. Ça fait combien de fois? Vous vous rappelez, il y a 2 ans, l'État même voulait dégager ces populations justement pour des raisons de santé. Ne l'oubliez pas. Mais vous avez raison que sa responsabilité est quand même entière. Mais nous devons faire des efforts en tant que population. Maintenant, moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que ce n'est pas la première fois que le ministère de l'élevage est à l'index dans ce type d'histoire. Vous vous rappelez l'affaire Modibo? Vous vous souvenez bien de l'affaire Modibo ici? Le monsieur avait déjà tous les documents et l'autorisation d'incinérer le produit. Mais il nous l'avait expliqué. Ce n'est pas à l'opérateur lui-même ou à l'importateur d'incinérer le produit. Effectivement. Il y a une commission nationale ou je ne sais pas quoi qui s'occupe de cela. Mais cette commission ne fait pas son job apparemment. Bien. Malgré tout le scandale lié à l'affaire Modibo, nous sommes étonnés de voir aujourd'hui. Là, c'était juste un petit restaurant. Et aujourd'hui, nous rendons compte que c'est quand même 25 conteneurs remplis de poulets impropres à la consommation. Et c'est encore le même département qui est concerné. Dites-moi finalement, qu'est-ce que ce département-là fait? Moi, c'est la question que je me pose. Puisque même les chiens et champs errants, ils ne peuvent pas nous en débarrasser. Mais finalement, ils servent à quoi? Puisque la il faut simplement continue le raser. Il faut simplement le raser ou le fixer. Non, il faut l'envoyer comme on a l'habitude de faire. Non, d'ailleurs, il faut le mettre un appendice du ministère de l'Agriculture. De l'Agriculture, je pense. À l'époque, c'était ça, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Tout ça parce qu'on veut récompenser un maximum de militants. Ça n'a pas de sens. Mais en fin de compte, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut attacher ça au ministère de l'Agriculture. Et pour qu'on puisse avoir plus d'effets. On ne peut pas comprendre que la viande puisse continuer à porter du pantalon en Guinée dans un pays qui en produit suffisamment. Merci. Et puis ils ne sont pas capables de nous endiguer ce phénomène. On va essayer de prendre l'avis de ce spécialiste sur les questions alimentaires avant donc d'entendre Sekou Keita sur les cas de contamination à la prison de Koranti. En direct, docteur Ibrahima Diary Diallo, PhD en sciences des aliments et nutrition, consultant en transformation agroalimentaire et en contrôle qualité des aliments. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, docteur Ibrahima Diary Diallo.
Bonjour Abakar et bonjour à toute l'équipe costaud des Grandes Gueules. Bienvenue dans cette émission. Votre égard sur cette... Allez-y Mohamed. Oui, la question, j'ai envie d'y aller tout droit, est de savoir comment sont prises en charge aujourd'hui les Covidés de la maison centrale de Conakry. Nous sommes avec Dr Gary Diallo. Ah, nous sommes d'abord avec Dr Diallo. Je pensais déjà à Dr Sekou Keita. Bien. Voilà. Alors dites-nous, vous suivez cette actualité liée à ces quantités de poulets pourris déversés sur la décharge de Combos où des populations viennent s'en procurer. Vous avez suivi l'intervention du ministre du Commerce. Forcément, ça vous dit quelque chose. À quel risque sur le plan sanitaire peuvent s'exposer ces populations qui viennent ramasser ces poulets pourris et qui peuvent parfois être tentés de les consommer? Ça se retrouve également sur nos marchés. À quel risque sanitaire s'exposent ces populations? Ok, merci Abakar, merci de l'invitation et de l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Alors, ceci dit, j'aimerais, avant de répondre à votre question, dire que le contrôle qualité des aliments n'est pas un simple mot ou un verbe, comme je l'avais dit dans une tribune il y a de cela 2 ans. Et il n'est pas une théorie. Il n'est pas une théorie, mais c'est un véritable exercice scientifique quotidien, rigoureux et sérieux, impulsé et réalisé par des cadres administratifs et techniques compétents, bien formés et bien payés. Ça, il faut le notifier du passage pour que les gens sachent qu'est-ce que c'est que le contrôle qualité. Et c'est ce qui veut dire que l'accès à des aliments sains, dans lesquels le consommateur a confiance et qui lui apporte les nutriments nécessaires, fait partie des besoins fondamentaux de la personne. Ça veut dire que l'État a le devoir de s'assurer que ce besoin soit couvert. Donc, ceci dit, pour parler maintenant des risques, il faut savoir que ces poulets pourris-là, quand on les consomme, on a risque, la personne risque de contracter des maladies, disons, de l'intoxication alimentaire. Parce qu'il y a énormément de microbes, notamment les salmonelles, les clostridium, qui peuvent se développer, n'est-ce pas, dans ces produits. Également, il y a des produits toxiques qui sont cancérigènes, qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces poulets pourris-là. Ceci dit, j'aimerais souligner, si vous voulez, un aspect. Oui, allez-y. Oui. Pour chaque produit alimentaire, oui, il y a un certain nombre de paramètres de contrôle qualité qu'on doit déterminer. Ça veut dire que, je prends le cas par exemple de ces poulets pourris-là. Ce sont des produits importés. À mon avis, ça ne vient pas directement de notre pays, ça vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devrait être fait? En tout cas, quand je me réfère aux autres pays sérieux, et à mon avis, le monde est devenu un village planétaire, notre pays devrait en inspirer. Alors, quand un produit est importé, et il est accompagné d'un certain nombre de documents. Le contrôle de conformité de ces produits importés là s'exerce généralement au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériennes ou dans les zones et en CEPO. Et quand il faut les contrôler, le contrôle de ces conformités s'effectue avant l'heure du douanement. Et comment se fait le contrôle? Ce contrôle se fait sur la base d'un dossier d'importation comprenant la déclaration d'importation du produit dans les autres pays qu'on appelle en abrégé DIP, dûment renseigné par l'importateur concerné. Je ne sais pas si c'est le cas dans notre pays, mais je parle de ce qui se fait normalement dans les pays sérieux et normaux. Il y a également un autre document qu'on appelle la copie conforme de la PAC. Un troisième document, donc entre autres, l'original de tout autre document, si vous voulez, ayant trait à la conformité du produit importé. Et une fois que ces documents-là sont obtenus, la douane ont saisi les services de contrôle qualité qui ont la compétence, la qualité requise pour, n'est-ce pas, contrôler la qualité d'un produit. Et au niveau de ces services de contrôle qualité, il y a des services qu'on appelle les services d'inspection, il y a des services d'analyse. Alors on envoie ces deux services-là auprès, disons, du port ou de l'aéroport ou je ne sais quoi. Alors, à partir de là, on va faire une inspection visuelle.
regarder est-ce que du point de vue visuel, donc on essaie d'examiner les caractéristiques organoleptiques du produit. Si les caractéristiques organoleptiques du produit, effectivement, c'est conforme, on procède à ce qu'on appelle un échantillonnage. On prend un échantillon, on envoie au laboratoire. Et comme je le disais, pour chaque produit, il y a des paramètres. En fonction du produit, le contrôleur sait quelles sont, si vous voulez, les qualités qu'on doit déterminer par rapport à ce produit. Je prends un exemple sur ces poulets pourris-là. On devrait faire un contrôle, une analyse microbiologique où on devrait déterminer est-ce que des salmonelles sont présentes ou bien est-ce que des staphylocoques ils sont présents ou bien est-ce qu'il y a des clostridium, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une catégorie ou c'est une classe de micro-organismes pathogènes. Quand ces micro-organismes-là sont dans un produit, ils se développent, ils peuvent déposer des toxines et une fois que ces toxines-là sont absorbées par un consommateur, ça peut causer énormément de dégâts au niveau de l'organisme humain. Si par exemple les pois sont fumés, on détermine par exemple le benzopyrène. Les huiles aussi, c'est la même chose. C'est ce qui devrait se passer. Bien. On aimerait tellement vous entendre, docteur Ibrahima Diarry Diallo. Tout ça, c'est très intéressant. Ce qu'on aimerait peut-être envisager, c'est de vous inviter carrément sur ce plateau après, bien entendu, la pandémie de Covid. Mais on a compris l'essentiel avec vous. C'était docteur Ibrahima Diarry Diallo, PhD en sciences alimentaires et nutrition, consultant donc sur les questions de transformation alimentaire. Il donne son regard sur cette affaire de poulet pourri. La suite. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Dernière ligne droite dans cette émission, on touche pratiquement la ligne d'arrivée. On s'intéresse dans un instant au cas de contamination à la Covid-19 dans les prisons guinéennes. Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme et sur le plan local, des initiatives aussi qui sont prises par le département en faveur des détenus au niveau de nos prisons. Le temps pour notre réalisateur donc d'appeler M. Sekou Keita, responsable de la communication du ministère de la Justice. Ces réactions, même les chambres indiens saisies par antidrogue se retrouvent dans les ghettos. Par quel moyen et par quel miracle, pose la question Alpha Moussa Makadjabi, donc qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Kaba Amadou, et si c'est une fois dans les stocks des commerçants que les poulets pourrissent, il pose la question si c'est dans les stocks des commerçants que les poulets pourrissent. Dans ce cas, ça échappe au contrôle du ministère de l'élevage qui effectue son contrôle au niveau du port. C'est Amadou Kaba qui nous envoie ce message. Dernière réaction pour le taureau. Bonjour à Bakar et à toute l'équipe. Saisir des poulets et du riz pourri est une bonne chose, mais où iront ces qualités quand nous sommes en face d'un État où le laxisme bat son plein? Les conséquences seront toujours désastreuses. C'est vraiment déplorable. Est-ce qu'il est là, Sekou Keita? Mohamed Mara, Sekou Keita en direct. Enfin, Monsieur Keita, bonjour. Bonjour, chers frères, collègues, journalistes. Bonjour aux voyants auditeurs de GG. Alors, merci de vous prêter à nos questions ce matin. Alors, nous sommes inquiets par rapport à la situation des Covidés de la maison centrale de Conakry, dont nous connaissons la surpopulation carcérale. C'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, dites-nous, puisqu'il y a déjà un centre de traitement de cette maladie au sein de la prison civile de Conakry, de combien de places disposez-vous? Et à ce jour, combien de malades sont alités dans ce centre? Merci, chers frères et collègues journalistes de GG. Merci de cette opportunité précieuse que vous nous accordez ce matin pour éclairer l'épingle de jeu de cette problématique de maladie qui suscite, il faut le dire, beaucoup d'interrogations par les uns et les autres. Et cela relative à la condition de détention dans nos maisons d'arrêt en cette période de la Covid-19. Parlant de comment s'effectue la prise en charge, le nombre, les statistiques, etc., retenez, chers journalistes et frères, que la santé en prison est une partie intégrante de la santé publique, de manière à ce qu'aucun détenu ne soit laissé de côté dans cette lutte contre la pandémie Covid-19. Pour preuve, dès les premières heures
de la déclaration de cette pandémie dans le monde et précisément en Guinée, le ministre d'État de la Justice a mis au point, en collaboration bien sûr avec ses partenaires, dont je cite ici le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et la Croix-Rouge internationale, ont mis un ensemble de stratégies sur la préparation, la prévention et la maîtrise de la COVID-19 en prison et dans les autres lieux de détention, sur la base de 8 mesures principales. D'accord, mais concrètement, comment s'opère cette prise en charge? On comprend donc d'abord les statistiques, il n'a pas dit. Voilà, les statistiques, et on comprend donc que c'est un élément essentiel de la prise en charge comme cela est fait, notamment par l'ANSS. Mais il y a combien de places disponibles aujourd'hui et combien de malades? Parce que nous apprenons qu'il y a déjà une saturation. On entend des chiffres de 250 à 300 places, mais en réalité, d'ailleurs, nos partenaires d'Afrique à Guinée ont fait un élément là-dessus où on ne parle que de 70 places qui seraient toutes occupées. Qu'en est-il? Je vais vous mettre à l'aise. Comme vous ne voulez pas que je m'aventure sur les mesures préventives qui ont été prises sur la base de la recommandation, c'est pas grave. Je vais rentrer directement sur les statistiques qui vous intéressent. À ce jour et à date, je vous rassure d'abord comment la prise en charge s'effectue au sein de la maison centrale. Nous avons 3 équipes de 33 personnels soignants, 21 hygiénistes, et nous avons 21 gardes pénitentiaires qui assurent la sécurité de ceux qui sont admis au sein de ce chapiteau. Ainsi, il faut rappeler que les malades reçoivent quotidiennement leurs repas, matin, midi, soir, et le processus se passe comme suit. Après que les malades reçoivent leurs repas, 30 minutes après, les médecins arrivent pour les donner les médicaments. Ils sont combien les patients de ce chapiteau à la maison centrale? Ils sont combien? Parce qu'enfin, on tient quand même à ces chiffres. Et il y a combien de places, combien de lits, combien de places disponibles? Nous avons aujourd'hui, pour cette première installation, il faut préciser, l'installation continue, la première installation qui a été effectuée, c'est-à-dire le premier chapiteau qui est opérationnel pour le moment, nous avons 70 lits. Nombre de détenus dépistés, nous avons 475, dont 64 femmes, 267 adultes, 174 mineurs. Ça, c'est le nombre de détenus en général. D'abord, dépistés. Bien. À date. Maintenant, nombre de détenus positifs, nous avons 66, dont 4 femmes, 9 mineurs et 53 adultes. Mais retenez qu'actuellement 54 parmi les 66 sont en fin de traitement. Aujourd'hui, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a affirmé que les 54 de nos jours et à date ne montrent aucun symptôme en termes de COVID-19. Bien, dernière question, Mohamed Mara. Pourquoi dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Un ordre a été donné, un ordre présidentiel, et d'ailleurs, sur recommandation même des Nations Unies. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'attendait à des mesures de grâce exceptionnelles pour qu'une bonne partie quand même de ceux-là qui sont retenus, soit de manière provisoire ou condamnés à des peines de prison légères, soient mis en liberté. Pourquoi 2 mois après, cette mesure tarde à être appliquée? Merci Mohamed Mara. Et je vous dis que cette mesure, pour mettre à l'aise nos auditeurs, que ce sont des recommandations à caractère humanitaire, pas obligatoires. Il faudrait d'abord qu'on soit très clair pour ne pas qu'on embrouille les auditeurs. Alors, je dirais que nous n'avons pas retardé autour de cette mesure. Une solution a été envisagée au problème de la décongestion de nos prisons par le ministre dès l'instant que nous avons reçu ces différentes recommandations. Le ministre a instruit automatiquement à ses services compétents d'élaborer sur la base des critères prédéfinis de libération des détenus. Qui pouvaient être libérés dans ce processus, ce sont des détenus condamnés à des délits de mineurs et qui ont purgé la moitié de leur peine.
c'est le premier critère. Toute personne condamnée à des peines criminelles, c'est-à-dire drogue, assassinat, viol, des infractions chroniques, c'est-à-dire ceux qui tuent des animaux protégés, sont épargnés. Alors, nous sommes restés dans cette opération. Nous avons eu 2 premiers cas au sein de la maison centrale. Cela a suscité une autre analyse au sein du cabinet. Pour dire, si déjà nous avons 2 cas signalés, le projet est OK, on devrait soumettre ce projet à l'hierarchie, mais il faut réfléchir au-delà, c'est-à-dire que le ministre d'État a décidé de mettre cette opération vaste au sein de l'ensemble des prisons avant toute opération de liberté. Bien, donc ça veut dire que le processus n'est pas interrompu, le processus est en cours et il faut s'attendre à des libérations prochainement, c'est cela? Ce qui est clair, c'est que nous avons fini le processus du projet, mais nous ne pouvons pas risquer la vie de la population extérieure carcérale pour mettre ceux déjà qui ne sont pas testés. C'est pourquoi nous sommes à une opération générale de dépistage de l'ensemble des détenus des maisons d'arrêt en République de Guinée avant toute opération de liberté. Bien. Bien. On a compris l'essentiel. C'était M. Sekou Keita, responsable communication au ministère de la justice. Mohamed, cette alerte en ce qui concerne le manque de sang au niveau du centre de transfusion sanguine. Justement, c'est un laboratoire. Oui, du côté de Ratoma. Cela fait 2 jours que nos équipes sont acculées par ce message. Il nous informe qu'il y a à ce jour, en tout cas, il dit qu'il y a un manque de sang. En tout cas, que la banque sanguine aujourd'hui est en train de s'amenuiser à cause de COVID. Je pense que nous allons entrer en contact avec le département, mais aussi avec le Centre national de transfusion sanguine. Mais vous savez, en ce moment, je peux comprendre que les opérations soient compliquées parce que le sang, on ne l'achète pas. On le donne. Et le sang, il est prélevé sur les populations qui en ce moment sont préoccupées par bien d'autres histoires. Bien. Malheureusement, on n'a pas pu donc aborder le sujet sur le micro-cerclage qui est envisagé par l'ANSS. Ce n'est que partie remise. Ce sera pourquoi pas dans les numéros de la semaine prochaine. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Ce fut un plaisir pour nous de vous servir depuis jeudi. Merci à toute l'équipe de cette seconde phase de la semaine. Merci aussi à toute l'équipe de réalisation aujourd'hui sous la conduite de Steve Le Guinéen. Merci à l'homme de nuit. Merci également à Amadou So qui était à la réalisation du côté de la radio. Merci de l'attention, ou que vous nous avez regardé à la télévision ou que vous nous avez suivi à la radio. Vous retrouvez donc l'équipe au complet dès lundi sous le commandement donc du Turbo Lamine Guirassi. Portez-vous bien, bon week-end et bonne fête par anticipation. Au revoir.